Voltaire disait « Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. » C'est une morale d'entretenu. Hein, c'est bien ramassé, il y a toute la saloperie du gouvernement représentatif où les riches condamnent les pauvres aux travaux forcés à leur profit pour pouvoir rien foutre. C'est Voltaire. C'est quoi la démocratie? Qu'est-ce qu'une démocratie? La démocratie, c'est un pays où on peut dire ce qu'on veut. On peut vivre en paix, en bénéficiant de liberté. Et de respecter un peu tout le monde. C'est inventé après la Révolution française. C'est pas par les Grecs. Le mot démocratie est un nom grec, inventé à Athènes il y a 2500 ans. Démos en grec le peuple et kratein qui veut dire commander, donc démocratie c'est quand le peuple commande. À Athènes, les citoyens exerçaient le pouvoir à tour de rôle, grâce à un tirage au sort. Pendant 200 ans de tirage au sort à Athènes, où il y avait des riches et des pauvres. Ok, je sais qu'ils avaient mis de côté les esclaves, je sais qu'ils mettaient de côté les femmes. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle des citoyens. Les citoyens de l'époque, il y avait des riches et des pauvres. Pendant 200 ans de tirage au sort, c'est des pauvres qui ont dirigé toujours. Toujours. Mais aujourd'hui, la démocratie, c'est toujours comme ça? En fait, non. Aujourd'hui, on vote pour les personnes qui vont prendre des décisions en notre nom. C'est la démocratie représentative. Et puis pendant 200 ans de gouvernement représentatif, parce que c'est comme ça que ça s'appelle notre régime, ça ne s'appelle pas une démocratie, ça s'appelle un gouvernement prétendument représentatif. Et dans ce régime-là, pendant 200 ans, c'est toujours les riches qui dirigent, toujours. De pouvoir voter, oui, c'est important. Parce qu'il y a des pays où ils n'ont pas le droit de vote. Puisqu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait le droit de vote. C'est même le seul moyen d'appliquer la démocratie, je pense. Répétez après moi, les enfants. Élection égale démocratie. Et démocratie égale élection. Que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, à Sciences Po, bref, partout, on nous a toujours appris que la démocratie, c'était les élections. Édition spéciale du 12-14, consacrée aux élections des délégués de classe. On pourrait se dire, chouette, là, on a une occasion, pendant 5, 6, 7 ans, les enfants, ils sont un petit groupe, dans un espace, et on va leur faire apprendre la politique autrement. Ils vont pouvoir délibérer ensemble, ils n'auront pas de chef, pas de représentant, ils ne vont pas voter. Et s'ils ont envie d'écrire une pétition, ils écriront une pétition. S'ils ont envie de... Mais non, on leur apprend tout de suite à voter. Comme si c'était... comme s'ils ne pouvaient pas faire autre chose que ça. À l'école aussi, on vote. C'est de la démocratie, ça? À l'école, on élit aussi des délégués de classe. Les délégués de classe, leur mission, c'est de écouter les problèmes des enfants, de les noter et de faire l'intermédiaire entre les enfants et les enseignants. Et ça, on dit, c'est ça la formation de la citoyenneté, même si vous et moi, on sait très bien qu'en fait, ce fameux conseil d'élèves, il sert strictement à rien, c'est complètement bidon. Au mieux, ils discutent de la sortie d'hiver à la montagne ou des choses comme ça, mais en fait, il sert à rien. Tout comme nous, citoyens, nous votons pour élire nos représentants qui vont gérer les affaires du pays. On met en scène l'élection exactement dans le même espace, dans une école. Je ne sais pas si vous votez dans des écoles, mais nous, en tout cas, les gens qui vont voter, ils vont voter dans les écoles. Donc, on revient exactement dans le même gymnase où, quand on était petit, on votait, et on refait le même geste. Dans les pays démocratiques, le pouvoir est détenu par plusieurs représentants du peuple. La démocratie, c'est donc le contraire d'une dictature ou d'une monarchie. La dictature? Qu'est-ce que c'est la dictature? C'est comme si les habitants avaient un scotch sur la bouche et qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'exprimer et qu'ils devaient faire ce qu'on leur demandait de faire. Je ne veux plus entendre dans notre pays qu'il est plus intéressant de faire autre chose que de travailler. Arbeit macht frei. Et la preuve qu'on nous apporte, c'est regardez dans les dictatures, il n'y a pas d'élection. Chez nous, il y a des élections, du coup on n'est pas des dictatures, on est des démocraties. En France, l'histoire de la démocratie commence ainsi avec la Révolution de 1789. Le régime dans lequel nous vivons a été institué à la fin du XVIIIe siècle, après la Révolution française. Il s'appelle le gouvernement représentatif. Et ses pères fondateurs, parmi lesquels il y avait Sieyès. Emmanuel Joseph Sieyès, un des pères fondateurs de la République française. Sieyès qui parle. Les citoyens qui se donnent à eux-mêmes des représentants doivent renoncer à faire eux-mêmes les lois. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, c'est toujours du Sieyès. Sieyès, c'est celui qui a tué Robespierre, qui l'a assassiné. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie,
entre parenthèses, et la France ne saurait l'être. Tenez-vous-le pour dit. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Attends, ce gars-là n'était pas un démocrate. Spinoza, par exemple, ou Rousseau, Montesquieu et d'autres, ils distinguent l'élection de la démocratie. C'est bizarre, parce que la Révolution française s'est faite sur, quand même en grande partie sur les idées de Rousseau, qui ne reconnaissait qu'une seule forme possible de démocratie, c'est la démocratie directe. Donc tout ça a été très rapidement confisqué, et le pouvoir n'est jamais revenu à la population. La Révolution française n'a absolument pas été conduite par le peuple, mais bien par les bourgeois qui voulaient prendre le pouvoir aux nobles. La bourgeoisie trouvait ça injuste que des personnes moins riches et moins puissantes qu'elle dirigent le pays, et elle a donc poussé le peuple à se révolter pour renverser ce système politique. En fait, entre 1789 et 1792, ça a été cette bourgeoisie au pouvoir. Une bagarre de possédants, une rixe de nantis entre richesse mobilière et richesse immobilière, entre aristocrates et bourgeois. Mais il n'a jamais été question de donner le pouvoir au peuple. Le peuple, pour ces gens-là, c'est une foule grouillante, une masse, une force qui fait peur et qu'il faut contenir, apaiser, mater, faire travailler. Pour cela, ils ont entretenu depuis ces temps-là l'illusion démocratique via l'élection. Une habile trouvaille, c'est bien plus subtil qu'un pouvoir monarchique, impérial, autoritaire. L'autorité, c'est la force qui obtient une obéissance consentie. La force qui obtient une obéissance consentie. Alors comme le mythe royal est en train de se défaire en France, on l'a vu à plusieurs reprises, il faut substituer à ce mythe royal un autre mythe qui sera le mythe du suffrage universel, c'est-à-dire le mythe de la volonté nationale. Et cette fois, ça sera extrêmement puissant comme rempart. C'est la volonté nationale elle-même qui décide qu'il faut faire une république, par exemple, conservatrice. Je crois aux élus. Je crois aux élus de la République parce que l'élu a une légitimité, celle que lui procure l'élection. Comment avoir des institutions qui nous ouvrent davantage au débat et à la pluralité? Et ma conviction, c'est que c'est le grand défi de la Ve République, avec en parallèle un problème majeur pour le président de la République, qui est celui en permanence d'un manque de légitimité. Dès le lendemain de son élection, le président de la République, il est confronté à cette question de la légitimité. Si on se met à dire, quand il s'agit des décisions de la cité, la vie d'un citoyen est aussi importante que celle du maire, elle l'est en tant que citoyen, mais le maire est allé à l'élection. Il a obtenu une légitimité. Alors quiconque se soulèverait contre un gouvernement républicain se soulève contre la liberté, puisque c'est la liberté qui s'est exprimée et qui règne à l'aide du suffrage universel. Alors vous voyez quel attentat monstrueux. On peut mobiliser toutes les forces nationales contre ceux qui prétendaient lutter contre un gouvernement dit démocratique. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la volonté nationale? En fait, c'est la majorité. La majorité du suffrage universel, c'est-à-dire la moitié plus 1. C'est très facile d'obtenir la majorité au suffrage universel quand on sait s'y prendre. On peut entendre beaucoup de choses par « quand on sait s'y prendre ». On peut penser aux banques, toujours habiles quand il s'agit de tisser d'étroits liens avec le pouvoir politique, comme Goldman Sachs qui place ses hommes à tous les postes clés aux États-Unis et dans l'Union européenne. On peut penser aux lobbies, tout puissants à Bruxelles ou au Palais Bourbon, des lobbies qui se chargent parfois eux-mêmes de rédiger des textes de loi clés en main qu'ils font passer aux élus, des élus bien trop occupés par leur réélection prochaine ou leur dernier passage télé. On peut penser aux médias qui sont possédés par les grands industriels. Pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections et ensuite les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. On se demande si vous êtes démocrate, Pierre Desproges. Non. 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 Non, pourquoi? Parce que la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Oui. Le plus grand nombre, c'est les gens qui regardent Sabatier. Que ces gens-là votent, je trouve ça scandaleux, c'est tout. Vladimir Poutine, par exemple, est un président élu de manière démocratique, puisque c'est le peuple qui l'élit dans des élections, sauf que le Kremlin contrôle complètement les médias, contrôle l'information du peuple. C'est la même chose, par exemple, en Turquie avec M. Erdogan qu'on voit à l'image. Donc, si c'est le peuple qui, effectivement, décide dans des élections libres, mais que ce peuple est informé uniquement par la télévision ou les journaux du pouvoir, est-ce que c'est encore une démocratie? Les régimes républicains ont coupé la tête du roi, mais ont donné le trône au président. Il n'y a pas de couronne, mais il garde le trône, c'est quand même bien. Fini le roi, et fini les pouvoirs concentrés entre les mains d'un seul homme. Regardez le profil socio-économique des gens qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Il n'y a pas de pauvres. Ce sont généralement des gens qui sont riches, qui ont des moyens, qui ont une profession libérale. Ce sont des avocats, des notaires, des notables. Ces élus qui sont en fait les descendants, pas héréditaires, mais les descendants des grands du Seigneur, des grands du royaume. Regardez simplement la fortune des 17 membres du gouvernement de Donald Trump. Elle est aussi grande que celle des 126 millions d'Américains les plus pauvres. Et donc on a maintenant une aristocratie élue avec une monarchie élue qui s'appelle démocratie, mais ce mot démocratie, ce n'est que de la poudre aux yeux, c'est du marketing politique, c'est du marketing électoral. Il n'y avait pas le terme à l'époque, mais c'est exactement ça. Votre raisonnement, c'est dès qu'une personne est élue, elle devient un maître. Non. Évidemment, puisqu'elle est élue pour gouverner. Non, non, dans le gouvernement représentatif actuel, les élus sont des maîtres. C'est eux qui évidemment, votent les lois. Ils sont élus pour ça. Mais oui, mais voilà, mais c'est rien le problème. C'est la définition même du pouvoir représentatif. Pour Étienne, la démocratie telle qu'on nous la présente n'est rien d'autre que le règne de l'oligarchie. Et nous, grands couillons que nous sommes, on appelle ça démocratie. On a besoin de la démocratie, mais on n'arrive pas à le dire puisque le mot est pris par son contraire. C'est génial d'avoir inversé les mots, c'est du Big Brother, absolument. Hein. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Excellent. Le coup de génie de la démocratie, c'est quoi? C'est qu'un homme politique, à supposer même qu'il n'agisse que par intérêt égoïste, le pire des salauds, a tout intérêt pour se faire réélire de gouverner en gros d'une façon à peu près satisfaisante. Vous dites une énormité, donc essayez quand même un peu de l'illustrer. On est en démocratie, donc ce qui est cool dans la démocratie, je résume votre propos, c'est qu'en fait le gouvernant il est obligé de faire une bonne politique. Mais ça vous a frappé à quel point la politique était bonne depuis 200 ans? Tout se passe comme prévu, la sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Nous n'avons pas affaire à des gouvernants qui sont des espèces de philosophes froids, qui ne gouverneraient qu'au nom de la raison et vraiment sincèrement requis par le fait d'améliorer la condition des classes populaires. Ils servent des intérêts, ils ont été élus pour ça. Donc tout se passe bien en fait du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je sais ce soir ce que je dois à mes compagnons de route, à mes amis, à ma famille et à mes proches. Mais ce soir, je dis que nous devons aller de l'avant et non de l'arrière, nous élever et non pas avancer, et toujours tournoyer, tournoyer, tournoyer vers la liberté. Oui! Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne. C'est toi qui choisis, frère. Allez, Groucho. Attention. Allez, c'est le Groucho, tu choisis. Prends le con. Prends le con. Oh, il est génial. Et il a choisi. Bravo, Groucho. Emmanuel Macron. La société française est supérieure aujourd'hui à ce qu'elle était il y a 200 ans. En quoi? Les droits de l'homme sont davantage respectés, le suffrage universel est devenu pas du fait de la démocratie. On a inventé la sécurité sociale. Les droits de l'homme sont davantage respectés parce qu'il y a eu des luttes, parce que des forces se sont invitées dans le statu quo démocratique pour faire valoir des droits, pour faire valoir des intérêts des classes populaires. C'est pas par une espèce d'effet immanent de votre chère démocratie que des droits ont été conquis. Des gens sont parfois morts, ont été blessés pour arracher les congés payés, pour arracher tout un tas de choses qu'on trouve tout à fait normales. Et la démocratie. Et pour obtenir le droit de vote, exactement. Et la démocratie représentative.
Ils nous font chier en disant l'abstention c'est mal, gna gna gna, il y a des gens qui sont morts pour que tu aies le droit de voter, gna gna gna, citoyens, c'est aussi des devoirs, mais qu'ils aillent sucer des ours. Il faudrait voir où factuellement les gens sont morts pour la démocratie. Quelle mort et à quelle époque sont morts pour la démocratie, hein, j'entends bien, hein, pour la démocratie représentative. En France, moins, mais partout dans le monde, oui. Ah, d'accord, voilà, c'est toujours un peu partout. Dès que je demande un truc précis, on me dit un petit peu dans le monde. Mais en France, donc, puisque c'est aux votants français ou aux non-votants français qu'on reproche de ne pas voter, par mémoire et en hommage à ceux qui se seraient soi-disant battus et qui seraient morts. La Révolution de 1848, la Commune de Paris... C'est non. Les morts de 1848, ce sont ceux qui ont essuyé les balles d'une bourgeoisie qui a eu peur de la première émergence d'une force prolétarienne dans le champ public. Hein, ça, c'était plutôt des morts pour la cause sociale, pas du tout pour la cause de la démocratie. En fait, vous mentez factuellement, vous biaisez Parce que son modèle de démocratie autorise ces mouvements spontanés. Alors là, je vous l'accorde, effectivement, il y a possibilité, mais le droit de manifester, le droit de faire grève, c'est aussi quelque chose qui s'est arraché grâce au mouvement populaire et au mouvement ouvrier. Si on avait laissé la démocratie bourgeoise sur son seul registre, on n'aurait pas obtenu tous ces droits-là. Je ne veux pas que de cette crise, le rôle du Parlement ne soit en aucun cas fragilisé. Cependant, nous pouvons l'améliorer. Nous pouvons le rendre plus représentatif, avec une part significative de proportionnel pour que toutes les familles politiques soient représentées, toutes les sensibilités. Proportionnel, tout ça, c'est encore à l'intérieur d'un système qui est un système électoral. Et l'élection, c'est un dévoiement de la démocratie. Il faut bien le savoir. Oui, Marion. Oui, mais la démocratie représentative, c'est justement un oxymore intenable. La démocratie représentative est un oxymore, absolument, une contradiction dans les termes qui rend impossible la seule chose la démocratie. qui convient, c'est le gouvernement d'un village par le village, ou alors au hasard, on tire au sort les gens un qui gouvernement gouvernent du village selon par leur village. fantaisie toutes les semaines. Chez les modernes, l'idée de la démocratie représentative va de pair avec ce qu'il faut bien appeler une aliénation du pouvoir, une expropriation, une auto-expropriation du pouvoir, c'est-à-dire la population dit, pendant 5 ans, je n'ai rien à faire sur le plan politique, j'ai choisi 548 personnes qui vont s'occuper de mes affaires. Quand j'élis, c'est-à-dire quand je mets dans l'urne le nom de quelqu'un qui va tout voter à ma place, je consens à ne plus jamais rien décider. Je ne vais plus... 2 ans après ou 2 ans après, 3 ans après. On va attendre un peu. Le résultat, c'est que pendant ces 5 ans, les citoyens ne sont pas actifs, ils sont passifs. Et même le jour des élections, mais enfin ça c'est une autre discussion, de quoi peuvent-ils décider? On leur présente 2 personnages ou 2 partis, et toutes les options qui vont apparaître pendant ces élections-là sont déjà prédéterminées, bien entendu, par la situation créée pendant les 5 années précédentes. Pour quelle raison les gens voteraient pour vous plutôt que pour le président Clinton? Que vous votiez pour l'un ou pour l'autre, ça ne fait aucune différence. Dans les 2 cas, votre planète est condamnée. Condamnée. Il y en a que vous aimez bien, d'autres que vous aimez moins? Non, mais je suis vraiment contre la démocratie représentative, quoi. C'est un régime qui doit cesser. Donc, quel que soit le gouvernement en place, ça ne changera rien pour moi. Enfin, c'est pas le problème. Chers compatriotes, regardez-les bien, vos candidats chéris. C'est rien d'autre que d'affreux reptiles de l'espace. C'est vrai, nous sommes des extraterrestres. Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est un système bipartite. Vous devez voter pour l'un de nous. Il a raison, on a un système à 2 partis. Je pense que je voterai pour le candidat d'un 3e parti. C'est ça. Gâche ton bulletin de vote. J'ai voté, maintenant j'ai même envie de ne plus voter. Ah oui, carrément. Oui. Pourquoi? Parce que je suis devenu une espèce d'athée politique, et puis je trouve qu'il y a plein de croyants en politique, à droite, à gauche, et j'ai pas C'est une envie... démission en quelque sorte. Non, c'est pas une démission. Vous qui êtes un citoyen Mais ça change- éclairé et engagé, tout d'un coup vous démissionnez? Non, je continue ailleurs et autrement. C'est pas le fin mot de la politique, l'élection. Ah bah quand même. Non. Vous dites que la politique a lieu partout, sauf là. Oui, tout à fait. Je pense que vous savez, la scène électorale est une scène pseudo-politique, puisque c'est le pouvoir qui organise des élections. C'est le pouvoir qui propose une offre comme ça, qui règle l'institution, qui définit la règle du jeu. Moi, je crois qu'il n'y a pas de politique quand les choses émanent du pouvoir. C'est pas le pouvoir qui fait la politique. Le pouvoir, lui, fait de la police, dirait Jacques Rancière. C'est-à-dire qu'il est là pour se préserver. La France n'est pas une démocratie? Bah non, c'est pas élire des gens de temps en temps qui fait une démocratie, quoi. C'est vraiment de voter sur les projets.
Enfin, vous dites que c'est pas une démocratie, moi je dis que si, et que tous les autres régimes qu'on nous a vendus comme étant mieux que la démocratie représentative, ça a chaque fois été des catastrophes. C'était soit des dictatures, soit des pouvoirs dictatoriaux, soit ça a été tout le régime communiste, etc. C'est-à-dire chaque fois des dictatures. Les seules démocraties qui fonctionnent, contrairement à ce que vous dites, ce sont un certain nombre de démocraties représentatives. Il y a actuellement une idéologie à peu près dominante qui consiste à dire à peu près l'histoire politique de l'humanité est terminée. Nous avons trouvé la société parfaite. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais c'est tout ce que l'humanité peut donner. Donc c'est le mot célèbre de Winston Churchill, la démocratie est le pire des régimes, mais à l'exception de tous les autres. Je crois que c'est Churchill qui avait dit ça. Avec la situation actuelle, avec les ventes d'armes à l'Iran, avec le Iran Gate, avec la mort par inanition d'une énorme partie du tiers-monde, avec la rivalité entre les deux grands, quels que soient les accords qui passent, etc., qui peut d'un moment à un autre déboucher à une catastrophe, avec les problèmes écologiques fantastiques qui existent. Bon, on s'aperçoit que cette position, l'histoire politique de l'humanité serait terminée, qu'on a trouvé la forme parfaite, est absolument inacceptable. C'est qu'il nous faut autre chose. La citation de Churchill est complète, elle dit le contraire de ce qu'on lui fait dire. Mais il existe le sentiment largement partagé dans notre pays que le peuple doit être souverain de façon continue, et que l'opinion publique, exprimée par tous les moyens constitutionnels, devrait façonner, guider et contrôler les actions des ministres qui en sont les serviteurs et non les maîtres. Mais on est tous d'accord, c'est pour ça qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais vous rigolez. Le peuple n'a aucun moyen de contrôler ses maîtres. Et cette autre chose ne pourra être à la mesure des problèmes qui se posent que si effectivement il y a un changement des attitudes de la population, du peuple, des gens, de vous, de moi, des autres. C'est-à-dire qu'ils comprendront qu'il y a quelque chose qui s'appelle la chose publique, et cette chose publique n'est pas ce monstre qui est dans un coin. C'est nos affaires, que ça nous concerne. La politique, c'est quand des gens s'invitent, font effraction dans un jeu institutionnel qui a été déterminé par le pouvoir. Donc par exemple, quand ils font un mouvement comme celui des Gilets jaunes, quand ils font un mouvement social, quand ils se mettent en grève, quand par exemple ils décident d'occuper un terrain où la normalité voulait qu'on installe un aéroport au mépris de la richesse des terres agricoles qui s'y trouvaient, avec des zones humides tout à fait précieuses pour les vivants. Et ils ont dit, nous on va habiter là, on ne veut pas cet aéroport. Ça c'est de la politique. C'est-à-dire, c'est le peuple lui-même qui est ce que nous appelons État. C'est-à-dire qui est le pouvoir politique. Alors que dans l'imaginaire politique moderne, nous ne sommes jamais sortis finalement de la conception qui a été créée par la monarchie absolue. Le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Saluez tous le président Kang. Non, je vois pas pourquoi on doit construire un canon à rayons pour viser une planète que je ne connais même pas. T'en prends pas, moi. J'avais voté pour Kodos, moi.